Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra Guimarães, tu vas donner une conférence qui s'appelle Véganisme populaire et décolonial. Je crois que cette conférence va avoir un impact. Mais toi, tu voudrais qu'elle ait quel impact? Mon souhait serait que les consciences se réveillent parce que c'est vraiment dommage qu'en France, la lutte antispéciste reste complètement isolée des autres luttes, dont la lutte anticoloniale ou décoloniale, la lutte antiraciste. Et pour moi, ça fait un tout et on ne peut pas envisager l'une sans l'autre. Je suis retournée en France, c'est la deuxième fois où je vis en France, en 2019, et j'habite Aubervilliers, donc le 93, la banlieue nord de Paris. Et tous les jours, je prends le métro, la ligne 7, bien bondée, pour aller au travail. Je travaille dans une épicerie dans le Marais. Et j'avais aucune idée du visage, enfin je m'en doutais, mais là je vois vraiment le visage de la colonisation en 2022. Et je me suis rendu compte de ça juste en remarquant à quoi ressemblaient mes journées, en faisant attention à des petites choses, comme par exemple, j'arrive toujours le matin dans le magasin et on se fait livrer les produits, donc les aliments, la nourriture. Et systématiquement, c'est des personnes arabes, surtout des personnes maghrébines, qui livrent, qui conduisent ces camions, qui déchargent les palettes, les cartons. Et puis moi, qui viens d'Amérique du Sud, je défais ces cartons, je prends la marchandise, je la mets en rayon. Et puis dans la journée, on vend beaucoup sur Uber Eats. Et donc dans la journée, il y a des personnes françaises qui commandent de la nourriture, des produits de l'épicerie. Et moi, je fais des cartons, donc je fais des petits colis avec les choses que les personnes françaises commandent. Je ferme ce colis et il y a une personne, un livreur afghan, très, très souvent afghan, dans le coin où je travaille, c'est surtout les livreurs afghans. Il y a un livreur afghan qui vient livrer ça. Et la plupart sans papier, qui travaillent en loin de compte, donc dans des conditions extrêmement précaires, bien pires que moi. Et donc cette personne de l'Afghanistan va livrer ce petit colis à la personne française. Et à la fin de la journée, quand je sors tout le carton, toute la poubelle, il y a le camion poubelle qui passe. Et les éboueurs sont systématiquement noirs, donc des personnes venues des pays africains, la plupart la première génération. Et je me suis posé cette question un jour. Combien de corps acisés il faut pour le confort d'une personne française? Combien de vies migrantes il faut pour qu'une personne française se fasse livrer et accès à une glace dans le confort de sa maison? Et ça, c'est même pas, je pensais même pas aux personnes migrantes qui travaillent dans les récoltes et surtout dans les abattoirs, parce qu'il y en a énormément qui travaillent dans les abattoirs. Donc les personnes qui mangent du jambon ou du poulet aussi, il faut compter tous les corps acisés qui étaient à l'abattoir en train de tuer ces animaux. Et pour moi, c'est vraiment le visage de la colonisation en 2022. Donc c'est une colonisation où les personnes colonisées quittent leur pays parce que les conditions de vie sont tellement insupportables à cause justement du colonialisme, du capitalisme. Ces personnes se rendent en Europe, sont traitées vraiment d'une façon extrêmement violente, horrible, mais sont là pour servir les colons, enfin les Français, les Françaises. Ça ressemble à ça, la colonisation. Et il y a aussi la colonisation à distance, où le jambon, par exemple, que la personne française mange, c'était un cochon qui a été nourri au soja brésilien. Et ce soja qui est cultivé sur des terres indigènes et qui pousse la colonisation aussi et le génocide du peuple indigène un peu plus loin. Donc, de par leurs habitudes, que ce soit de consommation ou d'alimentation, ou les deux, il y a une perpétuation de la colonisation, mais avec un visage complètement différent. Et cette personne qui commande la glace ou le jambon ne se pose aucune question, ne se voit pas comme un colon. Oui, elle se voit juste comme bénéficier d'un service. Et tu as raconté donc cette histoire de la personne afghane en plein hiver qui va livrer un petit pot de glace. De glace. Oui, c'était un hiver, justement, une journée vraiment pourrie où il pleuvait, il faisait très très froid. Et on reçoit une commande dans le magasin et quelqu'un commande un pot de glace, juste. Et ça m'a beaucoup choquée parce que je me suis dit, qui commande juste un pot de glace? Qui fait traverser la ville pour un pot de glace? Et quand je suis allée préparer la commande, c'était un petit pot de glace de 100 millilitres, même pas les grands pots dans des millilitres ou un litre. C'est une dose de glace. Oui, 10 centilitres, oui. 100 millilitres, 10 centilitres. Voilà, 2 cuillères à soupe de glace. Et là, je me suis dit, mais la vie de cet Afghan qui met son corps en danger pour livrer
ce petit pot de glace vaut moins que 10 centilitres de glace. Oui, il y a quelques semaines, tu rappelais qu'à Aubervilliers, à Quatre-Chemins. Oui, tout à fait. À Aubervilliers, où j'habite, il y a 2 mois, je pense, il y a un livreur Uber qui s'est fait renverser par une voiture et qui est mort en livrant. Au Brésil, c'est pareil, la problématique au Brésil, il y a quelques mois, un livreur Uber aussi, lui, il était un scooter. Il s'est évanoui de faim et de fatigue pendant une livraison. Il s'est fait renverser par une voiture et il est mort aussi. Donc c'est vraiment le paradoxe. Les gens livrent de la nourriture et s'évanouissent de faim. Alors du coup, ce que tu vis à Paris, dans ce quartier très chic, et ce dont tu vas témoigner dans ta conférence de ce qui se passe au Brésil, mais surtout actuellement ce que tu es à Paris, c'est pas juste quelqu'un qui essaye de survivre, qui est en train de l'observer. C'est quelqu'un qui transforme tout ça en une réflexion politique et en une action. Qui es-tu ? Je pense qu'il y a très longtemps, j'ai décidé que mon existence allait être dédiée à la justice. C'est ce qui me motive, ce qui me fait me lever du lit tous les jours. Et je suis assez pessimiste. Je pense que pour beaucoup de choses, réchauffement climatique, je pense que c'est trop tard. Mais je suis ce genre de pessimiste qui veut mourir debout en luttant. Et peut-être parce que j'ai un parcours. Je viens du Brésil, j'étais dans des luttes pour la terre très jeune, en tant que lesbienne aussi, des luttes contre la lesbophobie ou la LGBT-phobie en général. Étant une personne migrante en Europe, la moitié de ma vie, j'ai 40 ans, donc je suis partie, j'avais 20 ans, ça fait 20 ans que je vis en tant que migrante. C'est la moitié de ma vie. Tout ça, ça m'a sensibilisée, c'est plus un choix. Je pense que le prix pour pouvoir mettre ma tête sur l'oreiller le soir et dormir, c'est vraiment m'engager auprès de toutes les luttes, contre toutes sortes d'oppressions, chercher une cohérence politique, pas faire des sélections dans les luttes d'oppression. Ce qu'on voit très souvent, surtout avec la lutte antispéciste, c'est une lutte accessoire qu'on fait passer toujours après les autres. Malheureusement, je vois tout comme soit on s'émancipe tous et toutes, soit il n'y a pas de vraie émancipation. Et moi, je suis une personne qui va... J'espère finir sa vie et regarder en arrière et de me dire j'ai contribué plus, j'ai essayé de construire plus que juste critiquer ou me lamenter ou me plaindre. Et j'espère être cette personne-là. Ok. Et donc un petit mot pour finir. J'espère que cette conférence va vous indigner. Donc indignez-vous, pour parler de Stéphane Hessel que j'admirais beaucoup. Indignez-vous, mais là je vous demande aussi organisez-vous. C'est plus assez de s'indigner. Il faut s'organiser. Ouais. Merci beaucoup Sandra Guimarães. Merci Martha. Merci. UELA, Université d'été de la libération animale, sur Nombi Radio. Sur Nombi Radio. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Tout le monde est prête? Martha? Anne? Oui. Je suis vraiment contente de vous voir là. Ça fait plaisir. J'avais peur que personne soit réveillé pour ma conférence, donc merci d'être là. Je vais commencer par me présenter, mais je pense que plus important encore que de me présenter, c'est de situer ma parole, vous expliquer d'où je parle, d'où je viens. C'est toujours très important parce que les choses que je vois, peut-être que vont vous sembler un peu différentes, mais c'est parce que je viens d'un autre endroit aussi, j'ai un autre parcours de vie. Je suis née au Brésil, en tout cas dans le territoire connu comme Brésil. Je suis née pendant la dictature. Il y a eu de nombreuses années de dictature militaire au Brésil. Et mes parents se sont mariés en 64. C'était l'année du coup d'État. Ma première sœur est née en 64. Et ma mère a eu 8 enfants. Et on est tous et toutes nés pendant la dictature. Et mes parents sont paysans sans terre. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, je vais expliquer ce que ça veut dire au Brésil. Mes grands-parents paternels et maternels étaient des paysans sans terre. La terre est vraiment au cœur de beaucoup de tout au Brésil. Et pareil, je vais vous expliquer pendant la conférence. Donc, petite fille et fille des paysans sans terre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes grands-parents et mes parents travaillaient la terre de quelqu'un et elle était payée avec une partie des récoltes. Donc, c'est un peu le féodalisme, le Moyen-Âge, sauf que dans les années 60-70. Et avant encore aussi.
Donc malheureusement, mes grands-parents sont morts sans terre. Ils ont travaillé la terre toute leur vie, mais ils n'ont jamais eu accès à des terres à eux. Mon père, quand j'avais 11 ans, il a décidé de joindre le mouvement de paysans sans terre. Je ne sais pas si vous connaissez le MST, le mouvement de paysans sans terre au Brésil. C'est un des plus grands mouvements sociaux d'Amérique du Sud. Donc fatigué de travailler les terres des seigneurs, et à la fin, quand il y avait... Moi, je viens du nord-est du Brésil, c'est une partie très sèche. Ma famille vient de l'intérieur de terre, qu'on appelle le Sertão. C'est un semi-désert, c'est une région semi-aride. Et donc, quand il y avait la sécheresse, les seigneurs de terre viraient toutes les personnes qui travaillaient. Donc, on partait et on allait chercher d'autres terres plus loin. Et fatigué de ça, quand j'avais 11 ans, donc, je suis la 5e de 8, mon père a rejoint le mouvement de Sans Terre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met de la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une réforme agraire. Au Brésil, on a hérité du système colonial où quand le Portugal a envahi les terres qu'on connaît comme Brésil aujourd'hui, le territoire a été morcelé et ces grandes étendues de terre ont été données à des nobles au Portugal et c'est un système héréditaire, donc ça passe de famille en famille, et on n'a jamais eu de réforme agraire. Au point où aujourd'hui, le Brésil, pour vous donner une idée, le Brésil fait 16 fois et demi la France. C'est vraiment énorme. Je sais que quand on regarde sur la carte, on ne se rend pas compte, mais c'est fait exprès. Donc le Sud est toujours, les pays du Sud sont dessinés en plus petits et les pays du centre, ici, sont toujours plus grands. Mais le Brésil fait 16 fois et demi la France. Et aujourd'hui, toujours, en 2022, on arrive à 50% des terres au Brésil appartiennent à moins d'1% de propriétaires terriens. Et donc, c'est vraiment un des pays où il y a le plus d'inégalités dans les champs de l'accès à la terre. Donc, depuis la redémocratisation du Brésil, qui a commencé en 1985, donc j'ai dit coup d'État militaire en 1964, dictature pendant des décennies. En 1985, ça a commencé à se redémocratiser, mais on a eu des élections démocratiques qu'en 1989. Vous vous rendez compte, ça fait 33 ans seulement. Et à ce moment-là, on a eu une nouvelle constitution, et dans cette nouvelle constitution, non seulement on reconnaissait le droit des peuples indigènes à leur territoire, mais on reconnaissait aussi le droit des paysans et paysannes à la terre. Et il y a une loi qui dit qu'une terre, une grande étendue de terre qui n'est pas labourée, elle peut être achetée par l'État. C'est pas de l'appropriation de l'État, c'est pas du tout très révolutionnaire. L'État achète ces terres aux grands propriétaires et ensuite elle va être divisée et donnée à des paysans sans terre qui sont sur une liste, donc on s'inscrit. Et les paysans et paysannes sans terre doivent rembourser l'État après, sur 30 ans. Et donc, ce que le mouvement des paysans sans terre fait, c'est d'identifier les énormes étendues de terre qui ne sont pas utilisées, ou sont utilisées pour la spéculation immobilière. Et on campe là-bas pour dire à l'État, voilà des terres, voici c'est des terres qui ne sont pas utilisées. Nous sommes des familles paysannes qui n'avons pas accès aux terres. Il faut faire quelque chose. Évidemment, ça ne se passe pas d'une façon ça se passe pas sans violence de la part des propriétaires terriens, de l'État, de la police aussi, qui essayent de virer les paysans et paysannes sans terre, qui font leur occupation. Ça peut durer des années comme ça. Donc mon père a vécu dans une tente avec ses camarades pendant des années et des années. Et pour vous donner une idée, la ferme qu'il a occupée avec ses camarades, ensuite, quand elle a été achetée par l'État et distribuée, ça a permis d'installer 250 familles dans une ferme. Donc avant, c'était à une personne qui produisait rien, et maintenant, il y a 250 familles qui produisent. Il faut dire aussi que comme dans cette loi, c'est marqué que si la terre n'est utilisée pour rien, elle peut être achetée par l'État et ensuite distribuée auprès des paysans sans terre. Ce que les propriétaires terriens font très souvent, c'est de lâcher quelques têtes de vaches, quelques vaches sur le territoire pour dire « mais si, regardez, elles servent à quelque chose, ces terres, on élève du bétail ». Et je vais revenir sur ça plus tard aussi, comment l'exploitation animale reste un outil de colonisation jusqu'à maintenant.
Mais voilà, donc le grand ennemi des paysans sans terre, souvent on le dit, c'est la patte de la vache, parce que c'est comme ça que les propriétaires terriens arrivent à garder ces énormes étendues de terre entre les mains de quelques peu personnes. Donc rendez-vous compte, 50% des territoires qui appartiennent à moins de 1% de propriétaires, c'est vraiment énorme. Donc voilà pour le début de ma vie, et la question de la terre, l'accès à la terre, la justice sociale était très présente dans ma famille. Et puis à 13 ans, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne. Et donc c'était un combat de plus qui est venu s'ajouter, déjà une personne qui était dans la lutte, on va dire. À 20 ans, je suis arrivée en France pour faire mes études. Donc j'avais pas de bourse, j'avais pas le soutien de mes parents qui étaient toujours à cette époque-là, mais mon père avait toujours pas eu ses terres. Et j'ai travaillé comme toutes les migrantes du sud global qui viennent en Europe. J'étais nounou et comme ça j'ai pu faire des études. Et là j'ai commencé à me rendre compte aussi de toutes les différences entre... Franchement, pour vous donner une idée, c'est ridicule aujourd'hui à dire, mais je suis arrivée ici en pensant que j'étais occidentale. Parce qu'au Brésil, on pense que voilà, le Brésil, on est des blancs et on est occidentaux. Non, on nous a dit ça. Et puis on arrive ici et puis... Je dis, finalement, non, je viens de la périphérie du monde, je suis racisée, je ne suis pas occidentale. C'était un choc, mais c'était très important aussi pour la construction de ma lutte et de mon identité aujourd'hui. J'avais déjà commencé à avoir une réflexion par rapport à mon rapport aux autres animaux qu'humains. J'avais arrêté de manger des vaches et des cochons quand j'étais enfant, mais je mangeais toujours du poulet, des poissons, lait, œufs, tout ça. Et puis, à 25 ans, je suis devenue végétarienne parce que ça me semblait aberrant de manger d'autres animaux. Mais dans ma tête, comme je pense pour beaucoup de personnes, le lait, ça tue pas la vache, les œufs, ça tue pas la poule. Donc, je suis restée végétarienne, mais heureusement, ça n'a duré que 2 mois. Et puis, je commençais à me renseigner, j'ai vu des documentaires et j'ai compris qu'il y avait aussi de la mort derrière les œufs et le fromage et le lait. Et à 25 ans, je suis devenue végane, antispéciste. Donc, juste pour vous donner une idée, au moment où l'antispécisme est rentré dans ma vie, j'étais déjà impliquée dans plein de luttes. Donc pour moi, c'était juste l'extension logique de mon engagement politique, de mon combat anti-oppression. Donc j'étais déjà politisée, j'étais déjà dans la lutte, et pour moi, c'était juste, voilà, le prochain pas, c'est ça. C'est pas, si je veux être cohérente avec mon idéologie, je ne peux pas me permettre de ne pas être antispéciste. Quelques mois plus tard, j'ai quitté la France et je suis allée vivre en Palestine. Et je suis restée 5 ans là-bas. J'ai vécu dans un camp de réfugiés, je travaillais dans un camp de réfugiés à Bethléem, qui est pas loin de Jérusalem. Et c'était particulier parce que je venais de devenir végane, mais tout de suite après, j'ai déménagé dans un pays sous occupation militaire où les droits humains sont écrasés quotidiennement, et c'était très difficile de garder un engagement antispéciste dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que je me suis remise à exploiter des animaux, mais je suis restée végane, mais il n'y avait pas vraiment de place pour ce débat. Et ça a commencé à me manquer. Heureusement que j'ai fini par trouver les antispés palestiniens et palestiniennes, ça existe. D'ailleurs, c'est un mouvement organisé très très chouette. Et comme quoi, même sous occupation militaire israélienne, avec des bombes qui te tombent dessus, tu peux quand même avoir une cohérence politique et pratiquer l'antispécisme. Donc quand j'entends des personnes en France dire « c'est difficile d'être végane ici », t'as envie de dire « mais franchement, voilà ». Mais voilà, donc je suis très engagée auprès de la cause palestinienne. Tout de suite, j'ai vu beaucoup de parallèles avec ce que j'avais vu au Brésil étant enfant et adolescente. Donc le combat pour la terre, la colonisation, l'utilisation aussi de l'exploitation animale comme outil de colonisation. Il y a beaucoup de parallèles entre ce que se passe en Palestine et ce que se passe au Brésil aujourd'hui, surtout si on pense aux territoires indigènes où il y a toujours une colonisation, où il y a toujours un génocide du peuple indigène au Brésil. Donc ça m'a beaucoup touchée et ça reste un des piliers de mon engagement politique, donc la lutte pour la libération du peuple palestinien. Donc, je suis partie de la Palestine après 5 ans. J'ai organisé des tours politiques véganes en Palestine aussi pendant 5 ans, ça c'était très chouette.
et où j'emmenais des personnes brésiliennes au Brésil pour un tour de solidarité politique, mais aussi antispéciste. Et c'est possible de combiner les deux, tout à fait possible. J'ai vécu dans d'autres pays en Europe et je suis retournée en France fin 2019. Donc ça, c'est mon deuxième séjour en France. Je suis restée 6 ans la première fois et maintenant depuis fin 2019. Et comme je suis une personne assez précaire, Paris ne voulait pas de moi, donc j'ai fini dans le 93 parce que c'était le seul endroit où j'ai pu louer quelque chose. Et je suis assez contente. Donc je vis dans la banlieue nord de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez tous et toutes le 93, donc Aubervilliers, ça s'appelle. C'est la deuxième ville la plus pauvre de France, de la France métropolitaine. Extrêmement racisée. 45% de la population qui vit dans la pauvreté. C'est aux portes de Paris, mais c'est le sud. C'est le sud global. Comme quoi, il y a de la périphérie partout, même ici en Europe. Mais là-bas, donc, je me suis engagée très très vite auprès des BSP, donc les brigades de solidarité populaire, qui ont été créées au début de la pandémie du Covid en 2020. Donc ça fait déjà 2 ans que je fais partie de ce collectif où on fait des actions sur le territoire, donc Aubervilliers et Pantin. Je suis très engagée aussi auprès de la lutte des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Donc, c'est des jardins ouvriers centenaires qui étaient menacés par la construction d'une piscine olympique avec un solarium, aussi lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le 93, c'est vraiment un carnage qui se passe à cause des Jeux Olympiques de Paris. Les Jeux Olympiques sont de Paris, mais la destruction, c'est dans le 93, comme par hasard. Et donc là, c'était un combat très important pour moi. Et encore une fois, c'était des paysans, enfin pas des paysans, des ouvriers et des ouvrières qui luttaient pour garder ces jardins nourriciers et dont ils avaient besoin pour se nourrir même. C'est des personnes qui vivent avec une très petite retraite. La plupart sont des personnes migrantes qui sont venues d'ailleurs, beaucoup de racisés aussi. Et encore une fois, ça m'a fait penser au tout début de mon combat au Brésil avec l'accès à la terre. Vous voyez, il y a un fil qui conduit tous ces engagements. Je pense que ça nous montre aussi la direction vers la terre et l'autonomie alimentaire. Et il faut vraiment qu'on creuse un peu, même si on vit dans des grandes villes, il faut penser à ça. Donc voilà, ça c'est mon engagement sur ce territoire. Je pense que c'est toujours très important de s'engager sur le territoire où tu habites. C'est très très important d'être un peu enraciné. Même moi qui ai tellement bougé, j'ai vécu dans tellement de pays, mais à chaque fois où j'arrive quelque part, j'essaye de voir les problématiques locales, les luttes locales, apporter mon soutien, et je trouve que ça c'est très, très important. Même dans une époque où on milite sur les réseaux sociaux et on peut faire ça de n'importe où et on peut apporter notre solidarité à n'importe quelle cause à l'autre bout du monde, ça c'est important, mais je trouve qu'il ne faut pas qu'on oublie de voir aussi ce que se passe sur notre territoire et nous engager auprès de ces luttes-là. Donc, mon engagement antispéciste ne s'est pas arrêté malgré tous ces déménagements et toutes ces autres causes que je porte aussi. Et puis, je vais vous parler de ce que se passe au Brésil. C'est un peu le but de cette conférence. J'aimerais vous dire que je ne suis pas la seule. Vous me voyez toute seule, mais je suis là avec plein de compas, plein de camarades qui m'ont envoyé des messages et qui voudraient vous faire passer des messages aussi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toutes ces personnes qui sont là avec moi aussi là-bas. Donc, en 2018, déjà en 2016, au Brésil, on a eu un coup d'État parlementaire, parce qu'on est très fort, on arrive à faire des coups d'État avec les militaires et sans les militaires. Donc on a eu un coup d'État en 2016, parlementaire, la présidente élue a été virée, c'était assez catastrophique, mais ça pouvait s'empirer. Et en 2018, on a élu Bolsonaro, qui est carrément fasciste. Et c'était vraiment la panique totale au Brésil, auprès de toutes mes amies. Et donc l'année de 2018, c'était aussi l'année où on s'est dit... il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, les antispés, il faut qu'on s'organise. On ne se sentait pas représentés par les organisations véganes un peu mainstream, les ONG, les associations végétariennes du Brésil ou ailleurs. On voyait aussi de plus en plus le terme véganisme être associé à un style de vie et pas du tout à des pratiques politiques. Moi, je définis le véganisme comme une pratique politique de solidarité envers les animaux autres qu'humains.
J'aime pas trop dire les animaux non humains parce on garde l'humain comme référence. Et donc humain, non humain, c'est juste autre qu'humain. On n'est pas la référence, on n'est pas le centre. Mais pour moi, c'est une pratique, donc c'est une solidarité politique. Et on voyait de plus en plus le véganisme d'Instagram aussi, avec juste des plats colorés, très bien. On voyait de plus en plus des personnes véganes au Brésil, les grandes personnalités véganes, les grandes activistes véganes, faire de partenariats avec des entreprises pour créer plus de produits véganes. Moi, comme je définis le véganisme comme une pratique de solidarité politique envers les animaux autres qu'humains, il n'y a pas de nourriture végane. La nourriture, c'est juste de la nourriture. Véganes sont les personnes. Donc, un steak ne peut pas apporter sa solidarité politique aux animaux. Donc, moi, je dis nourriture végétale. En tout cas, pour moi, il n'y a qu'une nourriture, c'est végétal, parce que sinon, ce n'est pas de la nourriture, c'est des êtres. Mais j'aime pas du tout dire nourriture végane ou plat végane. Ça dépolitise, je trouve, la cause aussi. Donc on ne se sentait pas du tout représenté par ça. On voyait aussi les ONG, les associations un peu partout dans le monde de plus en plus prendre de plus en plus de place avec des personnes plutôt occidentales, plutôt blanches, plutôt des hommes. Ça étonne personne, je pense qu'on a déjà parlé de ça. On m'avait dit que l'année précédente, on avait beaucoup parlé de ça, comment le mouvement antispéciste est formé surtout par des personnes qui ne sont pas hommes, mais finalement sur le devant de la scène, on n'entend que des hommes parler. Donc on ne se sentait vraiment pas représenté et on est arrivé à un point où on se demandait, est-ce qu'on va continuer de nous appeler véganes ? Est-ce que le véganisme a été complètement récupéré par ces personnes-là et ça ne nous parle plus ? Est-ce qu'on va inventer un autre mot pour nous, ici dans le Sud ? Et on a décidé que non, qu'on n'allait pas leur laisser ça. Ils n'ont qu'à s'appeler plant-based. Parce que c'est ça, c'est un style de vie, et ils le font déjà. Beaucoup de personnes disent plant-based, en anglais, comme ça fait plus cool aussi. Donc, qui reste plant-based ? Moi, je ne vais pas accepter la dépolitisation du véganisme. Donc, je reste végane, mais le véganisme, pour moi, c'est la pratique. L'idéologie, la théorie, c'est l'antispécisme. Donc, ça se complémente. Donc, avec mes amis au Brésil, on s'est dit, on fait quoi alors ? Donc, Bolsonaro élu, catastrophe. Je venais de faire une grosse tournée politique au Brésil où j'avais rencontré plein de personnes antispécistes qui partageaient de ce sentiment d'impuissance. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? J'ai presque honte maintenant de dire que je suis végane parce qu'on va m'associer tout de suite à ces personnalités d'Instagram et à ce style de vie cher. Ça ne fait que renforcer le mythe que c'est un truc d'élite, c'est un truc bourgeois, c'est un truc de blanc, c'est un truc pour les riches. Et on a décidé que le moment était venu de créer notre mouvement qui nous ressemblait et qui n'allait pas du tout être comme les associations véganes, végétariennes qu'on trouve dans tous les pays, pas du tout comme les ONG genre PETA ou autres. Et on a créé l'UVA, donc UVA, Union Végane d'Activisme. Et dès le départ, notre idée était de créer un réseau de collectifs. Donc, contrairement à ces ONG, je ne sais pas moi, PETA, mais il y a aussi Mercy for Animals, qui a des trucs un peu partout, Animal Equality, plein, où ils ont une sorte de mode d'opération qu'ils imposent à toutes les autres personnes, et il y a vraiment une hiérarchie. Nous, on ne voulait pas du tout ça. On faisait confiance aux personnes et aux collectifs locaux, et on savait qu'une personne végane en Amazonie saurait quoi faire pour mener la lutte antispéciste là-bas, avec les luttes locales, en prenant en considération ça. Une personne antispéciste à Rio saurait quoi faire aussi pour parler aux gens de sa communauté, de son territoire. Donc, depuis le départ, on voulait créer un réseau, pas une association, une organisation, mais un réseau de collectifs. Donc, l'UV est né en 2018. Les collectifs se sont formés petit à petit. En 2019, on a eu notre première rencontre nationale, l'ENUV, la rencontre nationale de l'Union végane d'activisme. C'était à Recife, là où l'UV est né. Recife, c'est une ville du nord-est du Brésil, une grande ville. Et moi, je viens du nord-est, donc c'est pas très loin de chez moi, Recife. On a eu la première rencontre nationale en 2019. On a créé une assemblée générale. On a écrit notre charte. C'est la déclaration de Recife. Et à partir de là, d'autres collectifs se sont créés. Aujourd'hui, on fédère une quarantaine de collectifs antispécistes, anticapitalistes au Brésil. Pour faire partie de l'UV, soit les gens créent de collectifs pour s'associer à l'UV, soit des collectifs antispécistes qui existent déjà viennent se joindre à nous.
Il faut juste être d'accord avec notre charte de principe, donc la déclaration de Recife. Et ensuite, chaque collectif est libre de mener les actions qui font du sens sur leur territoire, en respectant notre charte qui dit, par exemple, pas de reproduction d'autres oppressions. Ça, c'est très important au Brésil, parce que très souvent, le mouvement antispéciste peut être utilisé à des fins racistes. Par exemple... on a une communauté, la communauté noire au Brésil, il y a une partie de la communauté noire au Brésil qui pratique toujours des religions qu'on appelle les religions afro-brésiliennes. Et dans ces religions-là, il y a, pendant les rituels, il y a du sacrifice animal. Donc il y a une poule qui est tuée, ensuite elle est mangée. En tant qu'antispéciste, j'aimerais qu'aucun animal soit sacrifié, mais c'est vraiment hypocrite d'aller dire que c'est extrêmement cruel ce qu'elles font, alors que tout le reste de la population chrétienne mange leur poulet. Ça ne fait aucun sens. Donc, tant que les personnes vont manger du poulet régulièrement, tant que les personnes iront au supermarché acheter leur poulet sous plastique, on n'a aucune légitimité à aller vers les communautés noires et dire que leur sacrifice qu'ils font une fois par mois pour manger cette poule-là, c'est le summum de la cruauté. Or, il y a des lois qui essayent de passer, à chaque année, il y a des personnes qui essayent de faire adopter des lois pour criminaliser le sacrifice rituel. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pour criminaliser le peuple noir au Brésil, qui est déjà extrêmement criminalisé. Donc en tant que végane, je ne vais pas me joindre à ces personnes. D'ailleurs, on est anti-punitiviste, donc dans notre charte aussi, on dit qu'on ne va pas pousser pour des lois qui criminalisent au niveau individuel l'exploitation animale, parce qu'on sait sur qui ces lois vont retomber. Le système pénal est raciste, est bourgeois, et on sait où ça va être appliqué et contre qui ça va être appliqué. C'est pas la JBS qui est la plus grande la plus grande entreprise de production de viande au monde, qui est brésilienne. C'est pas eux qui vont se prendre les amendes. C'est les personnes noires, c'est des personnes qui utilisent un cheval pour se déplacer. C'est les personnes précaires qui vont payer. C'est contre ces personnes-là que les lois vont être appliquées. Donc nous, on pousse pas dans cette direction du tout. Mais voilà, donc il y a eu une partie du mouvement vegan au Brésil qui soutenait cette loi, ce projet de loi. Et nous, dans notre réseau, on s'est dit, ben non, il est hors de question qu'on se laisse instrumentaliser par ces personnes racistes, qui d'ailleurs mangent des animaux et qui s'en fichent complètement des poules qui sont tuées pendant les rituels. Ces personnes voulaient juste criminaliser encore plus la population noire au Brésil, qui est extrêmement marginalisée déjà. Donc voilà, si un collectif veut faire partie de Louve, il faut juste être d'accord avec la déclaration. Ensuite, libre à chacune de mener les actions qui font sens. Et donc on s'organise, on est en autogestion et horizontale, on s'organise de la façon suivante. L'instance maximale de décision, c'est l'Assemblée générale. C'est une fois par an, quand on a notre rencontre nationale. Toutes les personnes associées y participent, y ont une voix, et on cherche le consensus. C'est là où on prend les décisions les plus importantes. Ensuite, il y a le conseil de gestion, plus petit, mais il y a 2 personnes de chaque collectif qui fait partie. Et on prend les décisions qui doivent être prises tout de suite et qui ne peuvent pas attendre la rencontre annuelle pour avoir l'Assemblée. Ensuite, on a la coordination. C'est les personnes qui vont gérer les groupes de travail, par exemple. Et tout en bas, on a 6 groupes de travail. Donc, accueil, c'est le groupe de travail qui accueille non seulement les nouvelles personnes, mais les nouveaux collectifs, qui expliquent le fonctionnement de Louve, qui les accompagne un petit peu au début, si c'est un nouveau collectif et qu'elles ne savent pas trop quelle sorte d'action mener. Donc voilà, on les accompagne un petit moment. Ça, c'est le groupe de travail d'accueil. Ensuite, on a le groupe de travail culinaire. Je vais en parler un peu plus tard, parce que quand j'ai dit ça comme ça a l'air un peu, on crée des recettes, mais c'est pas du tout ça. Ensuite, on a le groupe de travail formation politique. Ça, c'est en interne. Donc, on a des formations politiques en permanence, notamment pour parler d'autres types d'oppression avec les membres de tous les collectifs. On a le groupe de travail, le 4e, c'est incidence politique. Donc, c'est les personnes qui vont proposer notre lettre d'engagement auprès des candidats-candidates pendant les périodes des élections, qui vont les suivre ensuite pour voir s'ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, et qui suivent toutes les lois qui apportent soit des avancées, soit qui nous font reculer par rapport aux droits des animaux au Brésil. Donc il y a un groupe qui suit tout ça. Ensuite, on a le groupe ENUV, donc notre rencontre nationale. Donc, il y a un groupe de travail qui pense à ça, où est-ce que ça va être, tout ça, l'organisation, la logistique. Et le 6e groupe de travail, c'est réseaux sociaux. Et c'est là où on fait la diffusion d'idées et de la propagande antispéciste aussi.
Et toutes les personnes sont libres de participer à des groupes de travail ou pas. Donc, si tu as déjà trop de choses à faire avec ton collectif au niveau local, voilà. Donc, juste un petit mot pour expliquer ce que c'est le groupe de travail de culinaire, parce que c'est assez intéressant. Et moi, je passe tout mon temps à dire que le véganisme, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais ça peut être un outil de lutte aussi, la cuisine. Donc, le groupe de travail va accompagner, par exemple, des cuisines solidaires du MST, donc le mouvement de travailleurs sans terre, mais aussi les cuisines solidaires du MTST, le mouvement de travailleurs sans toit. C'est la branche urbaine du MST. Donc le MST, c'est les paysans sans terre, c'est plus à la campagne. Dans les villes, on a des occupations de logements, donc menées par ce groupe qui est assez grand au Brésil, le mouvement de travailleurs sans toit. Et IEL ont 33 cuisines collectives dans les grandes villes où ils sont installés. Dans ces cuisines, il y a aussi un dialogue avec les paysans sans terre, parce que la plupart du temps, on va chercher les légumes qui sont cultivés par les paysans sans terre, on les amène en ville, on les prépare dans les cuisines solidaires, et ensuite, on va nourrir les occupations et les personnes précaires de la ville. Donc nous, notre GT, donc groupe de travail de culinaire, on les accompagne quand on est invité. Ça, c'est très important aussi pour nous. On va là où on est invité. On n'impose rien, on va véganiser personne, mais quand on nous invite, on vient. Donc, on a été invité plusieurs fois pour faire, par exemple, des formations culinaires auprès des personnes qui cuisinent, pour dire comment on peut faire un repas végétal complet. Dans les restaurants du MST aussi, il y en a quelques-uns dans les grandes villes. Pareil, on nous a invités pour former les personnes qui cuisinent, pour avoir des plats plus végétaux. Et on fait aussi des distributions de repas auprès de personnes précaires ou en situation de rue aussi. Donc ça, on a fait beaucoup. On fait aussi un accompagnement auprès des restos populaires. Alors, les restos populaires au Brésil, c'est des restos dans les grandes villes qui sont tenus par la municipalité, par la mairie, où on sert des repas à 1 real. C'est notre monnaie et ça fait moins de 20 centimes d'euros. Donc c'est un repas complet à midi. Au Brésil, le repas principal, c'est le déjeuner. Donc à midi, on a un repas complet pour moins de 20 centimes. C'est surtout les travailleurs et les travailleuses des grandes villes qui vont manger là-bas. Et donc il y a eu, par exemple, à Recife, la maire de Recife nous a contactés pour dire on aimerait proposer un plat végétal tous les jours, voire faire que du végétal un jour par semaine. Donc on est allé penser avec eux et elles comment faire ça, où aller chercher les légumes, comment préparer. Et à chaque fois, pour nous, c'est extrêmement important de préparer des recettes avec les ingrédients qui poussent sur le territoire et des recettes qui honorent notre tradition culinaire, notre culture culinaire. On ne va pas leur apporter des Beyond Meat, des saucisses, non. On va mettre en valeur le manioc, la patate douce, l'igname, toutes sortes de haricots qu'on a chez nous. Et tous les plats, vous savez, il y a toute une catégorie de plats traditionnels au Brésil qui est fait pour remplacer un peu la viande. C'était les populations les plus pauvres qui ont toujours préparé ça, par exemple avec du fruit de jacquier. J'ai vu que ça commence à être un peu à la mode dans les restos véganes. Donc le jacquier, c'est un énorme arbre. Le fruit du jacquier, quand il est vert, il peut être préparé un peu comme de la viande parce que c'est pas sucré. Quand il est mûr, il est super sucré. On peut pas le faire. Donc c'est toujours du fruit du jacquier vert. On a toujours préparé ça. Les populations précaires et pauvres au Brésil ont toujours préparé ça quand elles n'avaient pas d'argent pour acheter de la viande. Aussi, on a beaucoup de plats à base de cœur de bananier. Donc le cœur du bananier aussi, ça se prépare salé. Cœur de palmier aussi, je pense que ça c'est un peu plus connu ici. La fleur du bananier aussi, ça peut être préparé. Le cajou, tout le monde connaît la noix de cajou, je pense ici, mais très peu de gens savent qu'il y a un fruit attaché, le cajou. Et que ça se mange, c'est super bon et ça peut aussi être préparé en salé, donc en substitut de la viande. Donc quand on va voir ces cuisines populaires, ces cuisines solidaires, on vient avec ces recettes-là et on demande même aux cuisinières, c'est très souvent des femmes, mais qu'est-ce que ta grand-mère cuisinait? Qu'est-ce que toi tu mangeais quand tu étais petite? Et là, ça a une fonction double, donc non seulement de donner vraiment de la valeur à notre culture alimentaire, mais aussi de donner de la valeur au savoir de ces femmes-là. On ne vient pas leur apprendre quelque chose parce qu'elles ne savent rien et nous, on connaît mieux qu'elles. On dit, mais toi, tu as déjà ce savoir en toi, mais on t'a appris qu'il n'avait pas de valeur. On t'a appris que ce qui a de la valeur, c'est la viande. Et on t'a appris que tout ça, c'est des plats de pauvres. Et c'est pour ça que tu ne le fais plus, mais en fait, c'est super. Et c'est très valorisant
pour ces femmes quand on parle comme ça. Et puis elle dit oui, c'est vrai que ma tante faisait ça et tout. Donc c'est plutôt ça le travail du GT de culinaire, du groupe de travail de culinaire, c'est d'aller un peu honorer notre tradition culinaire, notre culture alimentaire, et de donner un coup de main à toutes les cuisines solidaires des mouvements sociaux au Brésil qui nous invitent et qui veulent bien apprendre des nouvelles façons de cuisiner. Donc au départ, c'était vraiment nous, les anticipés. D'ailleurs, on était déjà engagés dans d'autres luttes. Hein. On n'est pas que végane. Hein. Moi, je suis végane, je suis femme, je suis racisée et je suis lesbienne. Donc j'étais déjà dans plein d'autres mouvements. Et les personnes avec qui on a construit Louve militaient déjà sur d'autres mouvements. Donc au départ, c'était un mouvement. La direction de ce mouvement était plutôt nous, les anticipés, qui allions vers les autres mouvements sociaux pour apporter notre solidarité. Encore une fois, il n'a jamais été question pour nous de venir véganiser les gens. On comprend que le spécisme existe parce qu'il est dans la structure. Personne ne se réveille le matin, peut-être des psychopathes, mais personne ne se réveille le matin en disant « je vais torturer des animaux, je vais être méchante avec les animaux ». Et surtout, si on n'a pas le choix, si on n'a pas d'alternatives, c'est très difficile de sortir de ça. Donc nous, dans Louve, on pense qu'il ne faut pas véganiser les personnes, il faut lutter pour qu'il y ait des changements matériels dans la vie des personnes pour qu'elles puissent faire des choix pour que l'exploitation animale devienne obsolète, ne soit plus nécessaire. Mais tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas aller voir des personnes précaires, racisées, dans les favelas, les indigènes, les communautés de sans-terre, et dire « go vegan » ou « go anticipé ». On ne peut pas, parce que ces personnes n'ont pas les conditions matérielles pour le faire. Et notre travail en tant qu'antispécistes, en tout cas c'est comme ça qu'on les conçoit au Brésil, c'est de nous engager auprès des autres luttes pour produire un changement matériel pour que l'antispécisme puisse devenir obsolète. Je pense qu'en France, c'est déjà le cas. Je pense que la plupart des personnes en France a déjà la possibilité de se passer d'exploitation animale. C'est juste là, votre travail est un peu différent. Nous, c'est vraiment une question de conditions matérielles, de changer la structure et de donner accès à la nourriture. Notre plus grand défi en ce moment, c'est la faim. Au Brésil, depuis Bolsonaro, donc 2018, la situation devient vraiment catastrophique. Et avec la pandémie du Covid, maintenant c'est vraiment très très dur. Les derniers rapports sur l'insécurité alimentaire au Brésil sont sortis il y a quelques semaines. Maintenant, on a plus de 58% de la population brésilienne qui vit dans l'insécurité alimentaire, plus ou moins grave. C'est plus de la moitié de la population. Et ça fait plus de 123 millions de personnes, dont 15% de la population, donc 33 millions de personnes, plus même, qui ont faim, qui n'ont absolument rien à manger. Donc comment construire un mouvement antispéciste dans un pays où les gens n'ont rien à manger? Si on ne change pas les conditions matérielles, encore une fois, on n'arrivera pas à émanciper les animaux. Parce que les personnes n'ont pas le choix. Là, on arrive à un point où les personnes au Brésil fouillent des os dans la poubelle, des os d'animaux, pour faire un bouillon et manger. Et encore une fois, c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important de ne pas reproduire d'autres sortes d'oppressions dans notre activisme, dans notre militantisme. Il y a une partie des véganes au Brésil, les véganes libéraux, qui s'en réjouissent de la baisse de consommation de viande au Brésil. Alors que les gens mangent moins de viande parce que les gens ne mangent plus. Je ne vais pas me réjouir de ça. Les animaux ne gagnent rien dans ça, parce que déjà, cette viande qui n'est pas consommée au Brésil, elle va être exportée. Les animaux sont tués tout pareil. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez que ces familles qui n'ont rien à manger aujourd'hui vont manger le jour où elles auront de l'argent? Des animaux. Ça reste vraiment... C'est associé à la privation, on n'a pas de viande parce que voilà, on est vraiment précaire et on est dans une situation économique extrêmement grave. Mais dès qu'on aura un peu d'argent, on va manger des animaux. Et c'est quoi? C'est la pire sorte de viande imaginable. C'est des saucissons, c'est des saucisses, c'est des mortadelles, c'est le pire truc qu'on puisse imaginer, qui vont en plus nuire à leur santé. Donc non, je ne vais pas me réjouir de la baisse de consommation de viande au Brésil, juste parce que les gens ont faim. Mais voilà, ça c'est
notre défi du moment, et qui est vraiment immense, comment construire un mouvement vegan dans un pays où 58% de la population n'a pas à manger. Donc, on y réfléchit. Et c'est quand je disais tout à l'heure qu'en 2018, on s'est rencontrés pour penser comment on va appeler notre mouvement véganisme, ça nous représente pas trop, ça devient un peu un truc d'occidental blanc. Et finalement, on a décidé de garder le mot véganisme. On a décidé aussi d'associer un autre mot à ça, et c'est populaire. Donc nous, on parle de véganisme populaire. Comme en France, j'ai déjà entendu parler, par exemple, d'écologie populaire. Pour nous, ça venait vraiment l'inspiration du mouvement de paysans sans terre, donc ils se battent pour la réforme agraire populaire, donc une réforme agraire qui serait menée par le peuple. Et notre conception de la lutte antispéciste est un peu similaire, donc on pense qu'elle doit être menée par le peuple, pas par les organisations, les ONG, non, pas par les militants, les activistes d'Instagram. La lutte antispéciste doit être menée par le peuple. Donc, véganisme populaire, c'est ça que ça veut dire. Et dans le contexte brésilien, plus spécifiquement, ça veut dire aussi qu'au cœur de notre engagement, il y a la lutte pour la réforme agraire populaire. Je vous disais tout à l'heure, sans changer les conditions matérielles, on n'arrivera pas à un stade où on pourra se passer d'exploitation animale. Et sans réforme agraire populaire au Brésil, les gens n'auront pas accès à la nourriture, n'auront pas accès à la terre. On va continuer d'être... c'est vraiment enrageant de savoir que 58% de la population au Brésil est dans l'insécurité alimentaire, pendant qu'on est le 3e plus grand producteur d'aliments au monde. On est le premier producteur de soja au monde, le premier producteur de canne à sucre au monde, le premier producteur d'oranges au monde. D'ailleurs, un tiers de toutes les oranges consommées au monde viennent du Brésil, surtout dans les jus. Ici, vous n'allez pas les trouver, les oranges, mais dans les jus. Le premier producteur de viande de bœuf au monde. Et dans ce pays-là, où on est le 3e, tout aliment confondu, 3e producteur d'aliments au monde, on a 58% de la population qui a faim. C'est parce qu'on n'a pas de réforme agraire, parce que les grands propriétaires terriens ne plantent pas de la nourriture. Ils plantent des commodities pour l'exportation, dont le soja. Voilà. Donc, 70% de tout ce que le peuple brésilien mange est produit par l'agriculture familiale. C'est des petits paysans et des petites paysannes qui plantent ce qu'on mange. Ce que l'agrobusiness, vous connaissez ce terme agrobusiness? C'est vraiment les grands, c'est les producteurs de soja, de viande, agrobusiness. Je ne sais pas s'il y a d'équivalent en français. Vous me direz après si vous avez... Mais bon, oui. La même chose, oui. L'agrobusiness ne produit pas de nourriture, produit des commodities qui vont être exportées. Donc le soja qui va nourrir le bétail, surtout en Chine, mais l'Union européenne est la 2e plus grande acheteuse de soja au Brésil. Et la France en consomme une grande partie, qu'on va ensuite utiliser pour nourrir les cochons, les poules ici. Donc l'agrobusiness produit de la faim, en fait. Oui, et c'est des monocultures, c'est un projet de destruction où on a des grandes concentrations de terre, ensuite des monocultures bourrées de pesticides. On est aussi le pays qui utilise le plus de pesticides au monde. Pour vous donner une idée, là on arrive, j'ai vu aussi les derniers chiffres de cette année, au Brésil, on arrive à 7,5 kilos de pesticides par habitant par an. Il y a plus de 200 millions d'habitants au Brésil. Je ne sais pas comment on n'a pas tous et toutes muté, parce que franchement, on a vu la quantité de pesticides qu'on utilise au Brésil. Mais bon, vous imaginez que l'état de l'environnement, mais aussi la santé des personnes, c'est catastrophique. Parce que même si c'est utilisé que dans les grosses monocultures, l'air... c'est répandu par avion, donc l'air l'amène aussi dans les communautés, notamment dans les communautés indigènes, paysannes, quilomboles. Donc, ce qu'on mange vient de l'agriculture familiale. Donc, on ne peut pas parler de lutte antispéciste au Brésil sans parler de réforme agraire populaire, sans parler d'agriculture familiale et sans parler donc d'agroécologie. C'est aussi au cœur de notre combat. C'est ça qui va contrer cet océan de pesticides. Vous connaissez le terme agroécologie ? Oui. Donc, je pense qu'en Europe, on parle beaucoup de permaculture, mais chez nous, c'est pas trop le cas. On parle vraiment, c'est autre chose. Mais l'agroécologie, c'est une façon de produire sans pesticides, mais qui prend en considération aussi les limites naturelles de la nature. On parle aussi d'agroforesterie.
Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on on reboise les forêts qui ont été détruites tout en cultivant. Donc, le mouvement de paysans sans terre sont extrêmement engagés auprès de l'agroécologie. Toutes les personnes paysannes sans terre ne produisent pas dans ce modèle-là, mais on essaye vraiment d'aller de plus en plus vers ça. Donc, réforme agraire populaire, agroécologie, mais aussi sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Et vous voyez la différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Donc, sécurité alimentaire, c'est avoir accès à des aliments sains, en quantité suffisante, et qui fait sens dans ta culture alimentaire. Donc, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. C'est pas on nous donne plein de soja ou des choses qui ne font pas sens chez nous. Donc ça, c'est la sécurité alimentaire. Ensuite, souveraineté alimentaire, c'est au niveau plus de l'État où on est capable de nourrir la population sans dépendre d'importations. Donc sans ces trois luttes, sans ces trois combats, on ne peut pas imaginer une transition antispéciste au Brésil. Je pense que nulle part, hein, franchement. Mais voilà. Et je parlais de culture alimentaire. Pourquoi j'ai répété ça? Parce que notre véganisme est populaire, mais aussi décolonial. Et c'est la deuxième partie de cette conférence. Pourquoi décolonial? Les gens ne savent peut-être pas, et souvent les gens au Brésil ne savent pas, mais les vaches, les poules, les cochons, les chèvres ont été amenés sur le territoire qu'on connaît comme Brésil par les colonisateurs. Ces animaux n'existaient pas dans les Amériques avant que les colonisateurs les amènent là-bas. Et pourquoi ils ont amené des vaches au Brésil? Pour deux raisons. Déjà parce que c'était leur nourriture, donc il y a déjà ce truc de la nourriture du colon, la nourriture des autochtones, c'est pas la même chose. Nous, on a les mangeurs de maïs, manioc, ça c'est inférieur. Les colons mangent de la vraie nourriture, la viande. Et ensuite, pour servir d'outil de colonisation. Ça aurait été impossible de coloniser un territoire aussi vaste que le Brésil sans l'aide du bétail. Parce que c'est une marchandise qui s'auto-transporte en transportant d'autres marchandises et qu'une fois arrivée, devient de la nourriture. Et en plus, le cuir, on peut faire des chaussures. Et donc, surtout ma région, le Nord-Est et le Sertão, a été colonisé à l'aide des vaches. C'est toujours le cas en Amazonie. Donc, 500 ans plus tard, le schéma est toujours le même. Donc, les grands propriétaires terriens viennent sur des terres indigènes. D'abord, ils coupent tout le bois précieux, donc ils vendent le bois. Ensuite, ils mettent le feu pour vraiment nettoyer. Donc, c'est pour ça qu'on entend parler de feu en Amazonie. C'est vraiment pour nettoyer plus vite. Et après, il y a le bétail qui vient. Et l'herbe. D'ailleurs, il faut aussi vous expliquer que l'herbe que mange le bétail au Brésil ne pousse pas chez nous. On importe aussi les graines. Puisqu'on n'a pas ces animaux, ces ruminants, ils ne sont pas natifs de chez nous, il n'y avait pas leur nourriture non plus. Et c'est assez catastrophique l'impact des vaches au Brésil parce que le poids sur les terres, le poids de la vache finit par compacter le sol et plus rien ne pousse. Donc, plusieurs fois, j'ai eu des conversations avec des paysans et paysannes sans terre qui nous disaient « mais vraiment, là où le bétail passe, mais il n'y a rien qui pousse après ». D'ailleurs, quand les paysans et paysannes sans terre récupèrent des terres, et s'il y avait des pâturages avant, il faut des années et des années pour récupérer ce sol avant de pouvoir planter. Donc, aujourd'hui encore, les vaches sont utilisées comme outil de colonisation maintenant en Amazonie. Voilà. Et ensuite, on plante le soja, mais l'Amazonie devient un immense pâturage et le soja est planté plutôt dans un autre écosystème qui s'appelle Cerrado, qui est aussi extrêmement précieux et c'est le berceau de toutes les rivières au Brésil. Et c'est aussi une catastrophe, ça devient une grande monoculture de soja. Donc pour exporter, parce que les vaches qui sont le bétail qui est élevé au Brésil, c'est plutôt en extensif, même s'ils mangent aussi un peu de soja. Donc l'Amazonie devient un immense pâturage, le Cerrado devient une immense monoculture de soja, et les animaux continuent d'être utilisés comme outils d'expansion coloniale, dans le projet colonial. Et donc pour nous, le véganisme décolonial, c'est déjà dénoncer ça, c'est déjà dire quand la viande est la protagoniste de ton assiette, de ta diète, de ton régime, l'agrobusiness est le protagoniste sur les champs. C'est un projet de société. Vous regardez votre assiette et vous pouvez imaginer ça, c'est un microcosmos de ce que se passe derrière.
Donc déjà dénoncer ça, mais ensuite faire tout ce travail de redonner de la valeur à notre nourriture. En disant, je sais que les colons nous ont dit que le maïs c'était pour les pauvres, c'était pour les indigènes. On sait qu'on nous a dit que le manioc c'était pas nourrissant, qu'il fallait manger de la viande. Mais non, ça c'est notre nourriture, on est très fiers. Et je raconte souvent cette histoire, mais ça illustre bien ce propos. Quand je suis devenue végane, il y a 15 ans, je me souviens, la première fois où je suis retournée au Brésil, je suis allée voir ma famille maternelle qui vit dans un tout petit village dans le Sertão, donc cette région semi-aride du Nord-Est. Et ma tante m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais te faire à manger? Mais maintenant, tu ne manges plus rien. » Bon, je pense que tout le monde ici connaît cette situation. Et j'ai dit « Mais tata, tu fais tout pareil. Des haricots, du riz, du manioc cuit, de la patate douce, des fruits, des salades. » Elle a fait un super un festin, mais vraiment une super table avec tout ça, plus un poulet. Et au moment de manger, mon assiette était remplie comme ça, avec des haricots, du riz, de la salade, du manioc, de la patate douce. La sienne était pareille, à la différence qu'il y avait une cuisse de poulet par-dessus. Et ma tante a regardé mon assiette, et elle a soupiré, elle a dit « Ma pauvre nièce, t'as rien trouvé à manger hein ?» Parce qu'on n'arrive même pas à voir ça comme de la nourriture. Parce que la nourriture, c'est l'animal. Parce que le colon nous a bien appris qu'il fallait manger du lait, du fromage, des œufs. Et c'est triste. C'est triste parce que c'est notre richesse, c'est nous aussi, une partie de notre identité qui est perdue. Donc pour nous, le véganisme décolonial, ça passe par ça aussi. De dire qu'il faut retourner, un peu honorer notre culture alimentaire et essayer. Mais c'est très difficile parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé ou vous avez déjà vu un restaurant brésilien ici en France. Normalement, c'est de la viande qu'on sert. Ce n'est pas du manioc, ce n'est pas de la patate douce. C'est vraiment de la viande. C'est une sorte d'institution nationale aussi, le barbecue. Donc, c'est tellement rentré dans les habitudes. Mais bon, c'est notre travail aussi pour déconstruire tout ça. Et j'aimerais m'arrêter là. Je pense que je ne sais pas pendant combien de temps, beaucoup de temps. J'aimerais m'arrêter là. Je vais parler peut-être un tout petit peu, mais je suis vraiment très curieuse ensuite d'avoir un échange avec vous. Mais pour finir, donc j'avais promis aussi des pistes de comment construire la solidarité nord-sud avec nous. Et j'ai commencé la conférence en disant que je n'étais pas seule ici aujourd'hui, que je venais aussi apporter le message de toutes ces personnes qui luttent avec moi au Brésil. Et hier, j'ai envoyé un message à 2 camarades de lutte qui font partie de Louve. Donc Ruud, qui fait partie du MST aussi, du MTST, donc le mouvement de travailleurs sans toit. Et Kiun, une camarade qui fait partie et du MST, le mouvement de travailleurs sans terre, qui vit dans une communauté sans terre, mais qui fait aussi partie de la Teia dos Povos, c'est Toile des peuples. C'est une alliance indigène, noire et populaire au Brésil, vraiment un truc incroyable. Et j'ai envoyé un message à ces 2 personnes en disant « Demain, je vais parler devant un petit public français. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous avez un message à passer ?» Et elles ne m'ont pas dit grand-chose, dans le sens où... Et elles m'ont dit « On te fait confiance, on sait que tu vas bien parler. » Mais ce qui est je trouvais vraiment touchant, et c'est ça que je voudrais partager avec vous, c'est que quand Ruud m'a répondu, il m'a dit « Je suis... dans une communauté de femmes pêcheuses près de Recife. Avec le MTST, on fait une occupation et c'est une grosse partie du travail du MTST, le mouvement de travailleurs sans toit. Maintenant, c'est aussi créer des potagers populaires, comme des jardins ouvriers. Parce que c'est une tradition qui a été perdue, mais aussi dans les grandes villes au Brésil. C'est énorme, les grandes villes au Brésil. Vous savez, c'est difficile. Avant, tout le monde avait un petit potager. Maintenant, on a dû augmenter la maison pour que les personnes pour la famille grandit. Donc, il faut construire des nouvelles pièces à la maison et on n'a plus des potagers. Donc, le MTST fait aussi ce travail auprès des communautés de créer des potagers. Et donc, Ruud m'a dit, je suis dans cette communauté de femmes pêcheuses et c'est un territoire qui est traversé par plusieurs rivières et on est venu ici pour développer des potagers avec elles. Et elles viennent de me dire, tu sais Ruud, nous on a toujours pensé que notre connexion avec ce territoire était à travers l'eau parce qu'il y a des rivières partout et que c'était en pêchant
qu'on avait cette connexion. Mais grâce au potager, maintenant, on développe un nouvel attachement à la terre par les racines des plantes qu'on plante. Et je trouvais ça tellement beau. Et tu vois, c'est un militant antispéciste, mais qui va construire des projets auprès des personnes qui pêchent. Donc, une contradiction. Il y aurait beaucoup de personnes, je suis sûre, qui diraient non, si elles pêchent, moi, j'y vais pas parce que c'est de l'exploitation. Et je suis d'accord. Mais tant qu'on n'a pas construit des alternatives, est-ce qu'on peut vraiment aller voir ces femmes précaires à l'intérieur des terres au Brésil et dire vous exploitez les animaux, il faut arrêter? S'il n'y a pas d'alternative, il y a des personnes qui sont sur le terrain en train de construire ces alternatives. Et puis, ma copine Kiyun, qui vit dans une communauté sans terre, mais qui fait aussi partie de la toile des peuples, m'a répondu aussi en disant, vraiment, quelle coïncidence, je suis justement ici dans un territoire indigène au sud de Bahia, aussi le nord-est, et c'est une rencontre avec plusieurs peuples indigènes, et justement, on est en train de parler de cuisine végétale et d'honorer nos racines. Et ces personnes chassent, c'est une communauté qui chasse. Et encore une fois, en tant qu'antispéciste, on pourrait imaginer, elle va refuser d'aller là-bas, construire quelque chose avec ces personnes. Mais non, elle était là aussi en train de construire des alternatives. Je ne romantise pas du tout le rapport de tous les peuples autochtones avec les autres animaux. Je pense que je ne suis pas d'accord avec l'affirmation que dit qu'ils ne sont pas spécistes. C'est un autre niveau. Et franchement, tant qu'on a l'élevage industriel, tant qu'on vit sous le capitalisme, ça serait complètement aberrant et raciste d'aller voir des peuples indigènes et leur demander d'arrêter de chasser et pêcher. Mais je ne vais pas dire que je vais défendre ces pratiques. C'est différent. Vous voyez, il y a une différence entre dire voilà, ils respectent, comme j'ai pu entendre ici, ils respectent beaucoup les animaux. Franchement, si je tue quelqu'un et je le mange, c'est pas du respect, ça. Mais c'est un autre rapport. Je suis d'accord. C'est pas du tout le rapport marchandise commerciale qu'on voit sous le capitalisme, pas du tout. Et on n'a rien à faire dans ces communautés pour l'instant. Tant qu'on n'a pas démantelé le capitalisme, on n'a absolument rien à faire là-bas. On n'a pas de leçons à leur donner. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui protègent la nature, comme on a vu aussi ici. C'est des personnes qui protègent la forêt. Donc voilà, c'est cette petite histoire de deux camarades antispécistes qui sont en train de construire la lutte antispéciste dans des territoires tellement divers, variés, où on va amener aussi le message antispéciste, mais en construisant des alternatives. Nous, on ne demande pas aux gens juste de déconstruire leurs pensées. On propose de la construction aussi, de construire des alternatives et construire des choses vraiment pratiques pour qu'ils puissent dépasser ça. Donc, comment construire la solidarité du nord vers le sud ? Je pense que tout simplement, cette histoire de soja, vraiment, il faut que ça s'arrête. Donc ça, c'est le principal. C'est la première chose qui me vient à l'idée. Il faut vraiment que la France arrête d'acheter, boycotter, faites une campagne de boycott. D'ailleurs, en 2019, l'année où je suis revenue en France, il y avait une délégation de peuples indigènes du Brésil qui était en tournée, qui faisait un tour en Europe pour demander aux gens de boycotter la viande et le soja brésilien. Juste, il y a du sang indigène sur ce soja. Quand les gens ici mangent un kebab, un poulet rôti, il y a du sang indigène. C'est un génocide qu'on subit au Brésil. C'est l'Amazonie qui brûle, mais c'est aussi les peuples indigènes qui sont en train de mourir. Donc déjà, faites une campagne de boycott. Vous avez tout notre soutien. Pensez pas que vous allez porter préjudice à des petits paysans. Je vous ai dit, ce soja-là, il est produit que par les grands propriétaires terriens. Ce n'est pas les petits paysans sans terre qui plantent ça. D'ailleurs, s'il y en a qui cultivent du soja, c'est pour leur consommation ou ça reste au Brésil. Franchement, toute la viande produite au Brésil vient des grandes exploitations. Il n'y a pas le mythe des petits éleveurs comme on peut encore l'entretenir ici en France. Romantiser un peu, oui, mais l'élevage... les petits éleveurs, nous, ça n'existe pas. S'il y a des personnes, par exemple, les paysans sans terre élèvent des animaux, notamment des poules, mais pour leur consommation personnelle. Donc toute la viande exportée du Brésil vient de ce système de destruction. Boycottez ça. Faites une campagne de boycott, parlez-en autour de vous. Donc je pense que c'est la façon la plus directe, la plus urgente de nous montrer de la solidarité, parce que c'est vraiment important. La deuxième façon, je pense, d'amener la solidarité vers les peuples du Sud qui luttent,
c'est de vous rendre compte de vos responsabilités ici et de militer. Je vous ai dit, le mode de vie impérial, le mode de vie occidental nous a été imposé. On a amené des vaches, on a amené d'autres animaux là-bas, on nous a imposé tout ça. Il faut vraiment que ça soit des faits ici. Et comme j'ai dit, je ne vois pas la fin du spécisme sans la fin du capitalisme. Militer aussi auprès des groupes anticapitalistes. Il faut défaire le capitalisme aussi, ici, au centre du capitalisme. Donc tout ce que vous faites dans cette direction, antifa, anticolonial, anti-impérial, ça nous aide. Donc ça aussi, c'est une responsabilité énorme. Et ça me peine de voir des personnes antispécistes qui ne sont pas organisées. Organisez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez ? On ne peut pas être antispé dans notre coin, dans notre petit squat. Il faut faire un réseau de squat antispécistes. Il faut faire un réseau de collectifs. C'est pas quelque chose d'individuel. C'est extrêmement important d'avoir la pratique individuelle du véganisme, parce que je trouve que ça envoie un message. Déjà, on ne participe pas à l'exploitation des autres animaux, mais ensuite, ça envoie un message très puissant. On peut se passer d'exploitation animale. C'est déjà le cas en France. Ça inspire d'autres personnes, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez parce que l'exploitation animale, elle est structurelle, comme toutes les autres oppressions. Il faut changer la structure. Donc, organisez-vous. Montez des collectifs, peut-être que vous participez déjà à des collectifs et je serais très curieuse d'entendre vos retours après. Mais voilà, ça c'est vraiment occuper d'autres espaces politiques, occuper des espaces antifascistes, antiracistes, des partis politiques si ça vous parle. Mais il faut amener le message antispéciste comme on a fait au Brésil au début. Ce n'est pas les gens de la gauche radicale qui vont venir vers nous. Pour l'instant, c'est vraiment l'antispécisme ici, c'est vraiment le talon d'Achille de la gauche, c'est l'angle mort de la gauche, on ne regarde pas. C'est à nous maintenant de faire l'effort d'aller vers ces personnes, d'occuper ces espaces. Il faut le faire. C'est dur, je sais, mais ça ne s'appelle pas une lutte pour rien. Ça va être difficile, mais il faut le faire. Et j'aimerais aussi vous demander, donc pour apporter de la solidarité envers nous, de ne pas parler à notre place. Mais je sais que ça paraît évident pour beaucoup de gens et franchement, là, le message que j'ai à vous, ce n'est pas un message de haine ni rien. Je sais que ça vient d'un bon endroit, mais par exemple, je suis fatiguée d'entendre les gens, et j'ai pu même l'entendre ici, dire « c'est pas aux racisés de mener la lutte antifasciste ». Pardon ? Vous avez vu qu'au Brésil, on a un président fasciste, c'est notre existence qui est en jeu. On n'a pas le choix. Mais laissez-nous décider si on veut s'engager auprès de la lutte antifasciste ou pas. C'est tellement condescendant de dire les pauvres racisés, ils ont déjà tellement de trucs à faire. Laissez-nous les Blancs mener la lutte antifasciste. Ça va pas ? On ne vous fait pas confiance. On n'a aucune raison de vous faire confiance pour ça. D'ailleurs, le fascisme, ça sort d'où ? Donc franchement, et je sais que ça vient, je comprends, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout en colère envers vous, vous, enfin en général, hein, pas vous là, mais les personnes qui ont pu dire ça, je sais que ça vient d'un bon endroit, d'un endroit de je reconnais vos luttes, je sais que votre existence est extrêmement difficile, et je veux soulager un peu de ce poids. Et vous pouvez le faire, et vous devez le faire. Mais laissez-nous choisir si on veut nous engager aussi auprès de l'antifascisme ou pas, ou d'autres causes. Et l'autre chose extrêmement condescendante que j'entends assez souvent en France, c'est, j'ai fait une conférence aussi sur le véganisme populaire et décolonial il y a quelques mois en Île-de-France, dans un squat à Montreuil, et une personne m'a demandé comment faire quand on vit par exemple dans un squat et nous on est antispécistes et on veut que l'espace soit antispéciste, mais il y a des personnes racisées qui mangent de la viande. Moi, je trouve que c'est extrêmement raciste, la personne a dit, d'aller voir ces personnes et de dire ne mange pas de viande parce que c'est des personnes racisées. Mais on n'a pas. C'est comme si on n'avait pas la possibilité de réfléchir avec nos petits cerveaux racisés. Ça va. Enfin, est-ce que vous acceptez des propos transphobes si ça sort de la bouche d'une personne racisée ? Non. Est-ce que vous acceptez des propos racistes si ça sort de la bouche d'une personne trans ? Non, on peut tout à fait faire partie d'une minorité opprimée, sociale, et reproduire d'autres oppressions. Il y a une différence, et je pense que je vous fais confiance, assez confiance, pour me dire que vous allez savoir la différence entre aller vers une personne racisée et dire « vous êtes vraiment horrible, vous mangez des cadavres, c'est horrible, nous on ne supporte pas ça », et entre ça et de dire « écoutez, là, on est dans un espace antispéciste, on ne tolère aucune pratique qui reproduit des oppressions.
tu fais ce que tu veux chez toi, ou quand tu n'es pas là, ou en dehors de la maison. Je ne te dis pas comment vivre ta vie, je ne te dis pas que tu dois devenir végane, mais là, on a un espace où on ne tolère aucune oppression. Je vous demande juste de la cohérence politique. Et c'est vraiment triste de voir à quel point l'antispécisme passe toujours derrière. Ouais, LGBT-phobie, non. Transphobie, non. Racisme, non. Oh, spécisme, ça va. Enfin, ça peut attendre. Ben non, parce que c'est tellement à la base de tout ça. Je ne vais pas rentrer, ça c'est une autre conférence, d'expliquer pourquoi tant qu'il y aura du spécisme, il y aura du racisme, de la transphobie, de l'LGBT-phobie. Donc c'est aussi dans notre intérêt de défaire le spécisme, même si on se fout complètement des autres animaux. Mais voilà, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que ce n'est pas une cause secondaire et qu'on va défendre des espaces vraiment anti-oppression? Pas juste quelques oppressions, mais pas celle-là. Et on va aussi arrêter d'être condescendant vers les personnes racisées et de dire si tu es racisé, tu as une carte pour reproduire d'autres oppressions. Parce qu'on ne tolère pas quand il s'agit d'autres trucs, à part le spécisme. Et donc, il y a une différence, donc je répète, juste entre aller faire la morale à des personnes racisées, parce qu'elles mangent de la viande, et instaurer des espaces où aucune pratique spéciste sera tolérée. Mais en dehors de ça, vous faites ce que vous voulez. Et franchement, c'est une personne racisée qui vous dit « c'est pas raciste de faire ça ». J'imagine que ça doit être dur d'être blanc et blanche en ce moment et qu'on a vraiment peur de mal fait. Donc je vous demande du courage et de la cohérence politique, tout simplement. Parce que ne pas faire ça, ce serait vraiment condescendant et paternaliste. Genre, nous, les Blancs, on va mener cette lutte. Vous n'êtes pas encore prêts. Hein. Et même moi, je suis capable de ça. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà aussi été dans cette position. Je vous ai dit, quand j'étais en Palestine, au tout début, je parlais jamais de véganisme. Et quand les personnes m'offraient, par exemple, de la viande, c'était facile, je ne mange pas de viande, mais si c'était du fromage, de chèvre, je disais, je suis intolérante au lactose. Mais je n'osais pas dire que j'étais végane. Et puis un jour, en discutant avec une camarade, elle m'a dit, mais qu'est-ce que te fait croire que le bédouin dans le désert ne serait pas capable de comprendre ton engagement politique ? Et je suis là, mais oui. Pourquoi ? Et finalement, dans les communautés les plus, que ce soit les Santerres ou les Bédouins ou les communautés noires, les quilombolas aussi au Brésil, j'ai toujours eu plus de réactions positives dans ces espaces-là. Et toute la haine anti-végane que je me suis prise, c'était de la part de personnes plutôt blanches, plutôt bien éduquées, plutôt classe moyenne. Donc, n'ayez pas peur. Mais encore une fois, il y a une différence entre aller voir les Bédouins pour dire c'est horrible ce que vous faites avec vos chèvres, alors qu'ils n'ont aucune possibilité de cultiver des légumes parce qu'ils vivent dans le désert, et de dire non, moi merci, je te remercie, mais je ne mange pas de produits à base d'animal. Mais faites même pas le speech. Donc juste ça, si la personne demande, c'est comme ça que je fais. Si les personnes me demandent pourquoi tu ne manges pas, là j'explique, mais je dis juste, non merci, je suis végane, je n'en mange pas. Et merci pour la patate douce, elle est super. Donc ça passe. Donc je compte sur vous pour avoir ce courage-là. Et pour finir, je vais vous demander aussi un peu d'humilité. Parce que si ce mode de vie occidental nous a été imposé, je suis vraiment persuadée que la révolution antispéciste viendra du Sud. D'ailleurs, elle est déjà en marche au Brésil. Vous êtes vraiment en retard. Je compte sur vous pour changer ça. Mais pour une fois, écoutez-nous et soyez prêts à nous suivre. Parce que pour cette révolution-là, je suis persuadée qu'elle viendra du Brésil. Faites passer le mot. Et si vous avez des questions maintenant... Salut, moi je m'appelle Mo. En fait, récemment, j'ai lu des textes ou des infos sur le Brésil, et notamment par rapport à l'accès à la terre, et qu'il y avait vraiment un gros débat de la classe réactionnaire et notamment de Bolsonaro par rapport à cet accès à la terre, avec un discours de les personnes autochtones natives sont vraiment une minorité en termes de nombre de personnes au Brésil, et c'est de mettre en contradiction en fait du coup les droits
de ces communautés sur leur propre terre, avec je pense du coup avec les luttes des paysans paysannes sans terre, de dire là c'est énormément de personnes qui sont pauvres, qui ont besoin d'accès à la terre, et en même temps il y a ces personnes locales originaires de ces territoires qui ont énormément de terrain du fait des droits indigènes, des forêts, etc. Et que du coup il y a un déséquilibre et que un peu en gros c'est pas de notre faute à nous, les réacs blancs, colons. C'est presque de dire c'est un peu l'égoïsme des peuples indigènes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, comment ça s'articule de ce fait les luttes des paysans paysannes sans terre et les luttes indigènes, justement pour pas rentrer dans cette espèce de confrontation, etc., de manipulation de l'État pour monter les pauvres et les personnes opprimées les unes contre les autres, quoi. Très bonne question, merci de l'avoir posée. C'est vrai que Bolsonaro sort souvent cet argument que les peuples indigènes ont trop de terre et qu'ils n'en font rien, parce qu'évidemment, dans sa logique productiviste, si tu n'es pas en train d'exploiter les ressources, ces terres ne servent à rien. Mais déjà, nous, on va dire, parlons de cette petite minorité de 1% de propriétaires terriens qui détiennent 50% de terres. On va pas chercher, pour faire la réforme agraire, on ne va pas chercher des terres sur les territoires indigènes. Au contraire, nous, on se bat pour qu'il y ait plus de territoires démarqués et qu'ils soient vraiment protégés et réservés exclusivement à l'usage des personnes, des communautés indigènes qui y sont. Nous, on veut la réforme agraire avec ces 50% de terres qui ne font que de la monoculture, de l'élevage de bétail et qui appartiennent à cette petite minorité qui n'est même pas 1%. Donc il n'y a pas de conflit là-dessus, même si Bolsonaro essaye d'opposer les paysans sans terre aux peuples indigènes. Mais nous, on n'est pas dupes. On sait où sont les terres. Et on sait quelles terres on veut prendre. On veut reprendre. Et c'est vraiment triste, l'histoire au Brésil, parce que l'organe du gouvernement, le département qui se charge de la réforme agraire, l'INCRE, a été créé pendant la dictature militaire et a été créé avec le but de coloniser l'Amazonie. Donc, si le discours réforme agraire a commencé à rentrer dans le débat politique, c'était pas allons chercher les grands propriétaires terriens et diviser, c'était allons en Amazonie. Et pendant très longtemps, les premières terres données aux paysans sans terre, c'était en Amazonie. Et c'est vraiment triste parce que ça a un but très précis, donc d'opposer les paysans et paysannes sans terre aux peuples indigènes, mais aussi de garder les grandes propriétés intactes dans les mains de ces personnes. Donc pour nous, c'est très facile de démonter cet argument, c'est pas ces terres-là. Nous, on trouve qu'il y a une minorité qui fait vraiment rien, c'est les grands propriétaires terriens, et il n'y a aucune raison pour qu'ils détiennent 50% des terres au Brésil. Bon, tout d'abord, merci pour la conférence. C'était très bien. Je suis brésilienne aussi. Et j'avais des questions, mais peut-être qu'ils vont aller plus dans le sens de choses qui se passent là-bas, un peu plus précises. J'avais 2 questions. La première, c'est sur le débat est-ce qu'on appelle la nourriture végane ou pas, et cette appropriation qui se passe au Brésil et dans le monde aussi. Parce que moi, je ne suis pas allée très profondément dans le débat encore, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber le mot véganisme parce qu'il est né aussi d'une lutte politique. Donc je pense qu'il faut plutôt essayer de ne pas le laisser se faire coopter par les médias ou le véganisme mainstream. Du coup, je pense que ça fait sens encore de même parler pour moi de la nourriture végane. Ça, c'est une question, enfin une réflexion. Et la deuxième, c'est tu as parlé des endroits où vous faites ces groupes culinaires au Brésil, avec les communautés un peu de mouvements sans terre et de mouvements de sans toit au Brésil. J'ai une question parce que moi j'ai vécu ça, mais il y a plus de 15 ans. Et j'avais l'impression qu'à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent,
il y avait quand même une différence. C'était souvent les soutiens à ces mouvements qui apportaient la question de l'antispécisme et du véganisme. Et du coup, ça faisait quelque chose comme... Il y a une question de classe qui était derrière, même si les soutiens, ils n'étaient pas riches, mais ils avaient de quoi manger. Et à la différence d'autres personnes qui déjà n'étaient pas de la même classe, entre guillemets. Et aussi, il y avait une question d'âge aussi. C'est que souvent, les personnes qui apportaient la vision de l'antispécisme, tout ça, c'était des personnes très jeunes comparées aux personnes qui luttaient dans les familles sans toit ou sans terre. Voilà. Et donc, du coup, je voulais savoir si ça se joue encore et comment vous faites par rapport à ça. Voilà, merci. Merci de ta question. Et tu viens d'où au Brésil? Rio. Je viens de Natal, très loin. Donc, la première question par rapport au mot vegan, si on dit que la nourriture est végane ou pas, je vais vous parler de comment je vois cet engagement, mais je ne m'attends pas à ce que... ça ne me choque pas et ça ne me heurte pas de voir quelque part une nourriture végane. Si vous utilisez ça, un restaurant vegan, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais moi, comme j'ai expliqué au tout début, je comprends le véganisme comme une pratique de solidarité politique. Donc, du point de vue sémantique, purement sémantique, une nourriture ne peut pas être végane. Pour moi, la nourriture, c'est de la nourriture. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas laisser le mot vegan, de ne pas le laisser tomber. Moi, j'y tiens aussi. Je pense qu'il a été dépolitisé, on le repolitise. D'ailleurs, on le fait tout le temps. Hein. On reclaim les mots et puis on les repolitise. Ça, on le connaît. Donc, je suis pour ça. Mais j'ai trouvé que, surtout dans le contexte brésilien, parler de nourriture végane, c'était un peu... Ah, donc il faut découvrir ce que c'est que la nourriture végane. Ça doit être un truc qui s'apprend, qui vient de l'extérieur. Alors que notre nourriture, les haricots, le riz, le manioc, étaient déjà à la base végane. Et donc enlever ce mot et parler de nourriture végétale, démystifier un peu la cuisine végétale. Moi, je parle de cuisine végétale. Et ça rendait la chose moins intimidante aussi pour les personnes. Parce que si tu disais, moi, je mange du végétal, ce qui pousse dans la terre, tout le monde pouvait imaginer comment faire un menu pour toi. Si tu dis, je mange de la nourriture végane, je suis végane, les gens sont là. Alors, dis-moi ce que c'est végane. C'est quoi une nourriture végane? Et tu es là, mais tu es en train d'en manger là, c'est cette mangue que tu es en train de manger. C'était juste par rapport à ça. Mais après, ça ne me gêne pas plus si ici on utilise. Mais moi, je me bats, en tout cas dans le contexte brésilien, pour dire les personnes sont véganes, la nourriture est végétale. Pour le groupe de travail de culinaire, ça dépend vraiment, parce que comme on a une quarantaine de collectifs maintenant, et ils sont extrêmement divers. Donc on a le plus au nord, c'est à Belém, c'est au cœur de l'Amazonie, donc il y a un collectif là-bas, et le plus au sud est à Porto Alegre, donc la dernière capitale du Brésil tout au sud, donc nord-sud. C'est vraiment différent, il y a des âges différents, des classes différentes aussi, des personnes qui viennent d'horizons vraiment et qui ont un background vraiment différent. Il n'y a pas que des tout jeunes. C'est plus du tout le cas, donc on a aussi des personnes... Moi j'ai 40 ans, beaucoup de personnes qui militent avec moi ont 40 ans ou un peu plus. D'ailleurs les personnes qui ont commencé à Louvre ont à peu près le même âge. Après il y a des personnes très jeunes qui viennent aussi, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt auprès des jeunes. Par rapport à cette différence de classe quand on va dans les occupations, je pense que, comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'était très important de ne pas envoyer une personne végane pour faire de la propagande végane. C'est des gens qui construisaient déjà ces mouvements. Donc, il y avait déjà une confiance. Pour moi, c'est extrêmement important quand on milite de construire cette relation de confiance avec les personnes. On venait pour apporter de la solidarité à leur cause. On ne demandait rien en échange. C'était pas « je viens soutenir ta cause si toi, tu t'engages à devenir végane ou à faire une cuisine solidaire végane ». C'était pas du tout comme ça. Et du coup, même s'il y a des personnes qui ont... Mais qui a les moyens de militer? Il faut être un minimum, avoir un minimum d'argent et de temps pour pouvoir militer, surtout au Brésil, où les gens sont là en train de survivre. Donc évidemment que si tu as du temps pour militer, pour faire partie d'un collectif, faire partie d'un groupe de travail, aller développer des projets, forcément tu viens d'une classe plus aisée que les personnes qui sont sans toi. C'est sûr. Mais... je ne pense pas du tout, en tout cas, ce que je vois en ce moment, c'est pas du tout vu comme quelque chose d'en haut en bas, où les blancs riches des villes qui viennent nous apprendre des choses. Ma petite sœur est végane, et elle est à Natal aussi, ma ville.
Et elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Manas na Rua, donc les sœurs dans la rue, où elle fait de la distribution alimentaire auprès des personnes sans abri au Brésil, sans toit. Et c'est que des femmes, c'est un groupe que des femmes. Et c'est très intéressant comment, au tout début, c'était que des repas le matin surtout, pour les personnes en situation de rue. C'est comme ça qu'on dit en portugais, parce que les sans-abri ou sans toit, ça fait tellement un truc figé. C'est une situation, tu vois, c'est temporaire. Tu vas t'identifier comme quelqu'un de sans toit. Je trouve ça un peu trop. Mais bon, donc elle distribuait avec ses camarades des repas végétaux, donc 100% vegan, à des personnes qui étaient en situation de rue. Et très vite, les occupations du MTST, mais aussi il y a d'autres groupes qui font d'occupation urbaine. Quand on dit occupation, c'est prendre un bâtiment vide pour des personnes qui étaient à la rue. Tu vois, c'est pas juste ouvrir des squats, c'est vraiment... Et l'idée, c'est que ça soit temporaire, et c'est pour mettre de la pression à la mairie pour que ces personnes soient logées. Donc très vite, les personnes des occupations sont rentrées en contact avec son collectif pour demander aussi des repas. Et maintenant, elle fait non seulement un repas de soutien par semaine, mais il y a une crèche dans les occupations. À chaque fois, il y a une crèche. Et elles ont demandé aussi, les personnes de l'occupation, au collectif Antispé de ma sœur, dont ma sœur fait partie, d'assurer le goûter des enfants à la crèche. Donc il n'y a pas du tout un truc, vous venez nous donner des leçons. Enfin, c'est vraiment horizontal, parce que on va là où on est invité. Déjà, ça, c'est très important, je vous l'ai déjà dit. Mais ensuite, on avance avec les personnes, pas plus vite qu'elles. On ne vient pas et on dit « Ah, vous avez une crèche, j'ai une super idée. Et si on venait faire le goûter vegan ?» On est là, on dit « Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ça m'a fait tellement chaud au cœur quand elle a commencé à faire ce travail dans les occupations pour le logement, où à chaque fois qu'on arrivait dans ces espaces de lutte, là, j'ai dit qu'en 2018, j'étais dégoûtée du mot vegan. On avait même un peu honte de dire qu'on était vegan parce qu'on ne voulait pas être associé à certains groupes. Et pour la première fois de ma vie, j'arrivais dans un espace de lutte qui n'était pas anticipé. Et les gens étaient là, « Ah, les végans arrivent !» Et pour eux et elles, c'était « Le soutien arrive ». Donc, on arrive à ce point avec tu vois, ce dialogue avec certains mouvements sociaux où on est là pour du soutien et où les personnes associent être vegan à être en solidarité avec nous. C'est des personnes politisées, c'est des personnes qui mènent des actions, c'est nos alliés. Et donc je pense que les choses ont beaucoup évolué. Après, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des activistes qui ont une façon de militer un peu hautaine, et oui, sûrement. Je ne connais pas toutes les personnes des 40 collectifs, mais en règle générale, je dirais que ça a beaucoup changé, parce que pour nous, c'était extrêmement important de faire ça de façon de marcher à leur vitesse. Tu vois comment les apatistes disent qu'il faut marcher à la vitesse de la personne la plus lente. Nous, c'était très important de venir apporter notre solidarité et d'avancer avec elle. Au moment où les gens nous demandent un truc, on l'apporte, mais on n'impose rien. Déjà, merci beaucoup. Ta conférence était super. Et je voulais demander si... parce que du coup, tu as beaucoup parlé du travail que vous faites en connivence avec les autres luttes et du travail que vous faites aussi autour de la nourriture. Et je me demandais s'il y avait des mouvements au Brésil qui se focalisaient peut-être plus sur la libération animale ou sur l'action directe, et si oui, comment ça se passe en termes de répression, et quels sont les types d'actions et les conséquences de tout ça. Merci pour ta question. Oui, pour des raisons évidentes, on n'en parle pas. Donc, dans notre charte de principe, donc la déclaration de Recife, on dit qu'on soutient toute mode d'action qui va nous amener vers l'émancipation animale, dont des actions directes. Mais ça, évidemment, ce n'est pas discuté, ni dans les groupes, ni c'est à chaque collectif de mener ses actions. On n'en parle pas, on ne sait pas, et la répression au Brésil est immense. On est le pays quand même qui tue le plus de défenseurs de la nature. C'est un des pays, je pense cette année, peut-être pas le numéro 1, mais toujours le top 3. Et il faut être extrêmement vigilant et fait vraiment attention quand on fait ce genre de choses. Après, comme je disais, c'est vraiment des grands propriétaires terriens, qui élèvent. On a des abattoirs au Brésil qui abattent 60 000 vaches par jour. Donc imaginez faire une action là-bas, vous imaginez le nombre de caméras, de sécurité, de vigiles, c'est vraiment impossible pour nous qui avons des très petits moyens. Donc, il y a des actions directes qui sont menées. Je ne pourrais pas t'en dire plus parce que moi-même, je ne suis pas au courant, parce que c'est le but. Mais
c'est très difficile, évidemment. C'est un terrain d'action qui est extrêmement dangereux pour nous, surtout sous ce gouvernement fasciste. On a aussi la police qui tue le plus au monde au Brésil, qui meurt le plus au monde aussi. Mais la police qui tue le plus au monde. Et si on a une personne noire au Brésil, enfin, on arrive. J'ai parlé du génocide du peuple indigène, mais il y a aussi le génocide du peuple noir au Brésil. Tous les jours, il y a 64 jeunes noirs qui sont assassinés au Brésil. C'est 64 par jour, c'est des chiffres de guerre civile. Mais c'est vraiment un projet politique d'extermination, de génocide. Et donc, imaginez pour les personnes véganes aussi qui sont noires, c'est assez compliqué de mener ce genre d'action. Mais oui, il y en a, mais ce n'est pas le plus gros de notre engagement, pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'on se dit que je pense que l'urgence en ce moment, c'est vraiment régler cette histoire de faim. Les gens n'ont pas à manger. Donc même si on les sensibilise à ce moment à, je sais pas, des vidéos. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a une enquête dans les abattoirs au Brésil qui est sortie pour parler de la maltraitance dans les abattoirs. Ça a beaucoup fait parler d'ailleurs. Même le MST a reposté sur ça. Mais c'est important. Mais si on n'a pas l'alternative, si quand on va au supermarché, la seule chose qu'on peut acheter, c'est des saucisses vraiment pas chères qui ont été faites avec ces mêmes animaux qui ont été maltraités que tu as lu dans le reportage. C'est vraiment difficile, tu vois. Mais oui, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. En fait, c'était juste pour dire que je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même quelques actions qui sont faites au Brésil, surtout dans des laboratoires qui font de la recherche sur qui utilisent des animaux pour leur recherche. Et du coup, à São Paulo, il y a eu quelques laboratoires qui ont déjà été envahis, puis il y a des gens qui ont mis le feu aussi dans ces laboratoires à des moments. Et là, on est dans un contexte très particulier parce que on est dans un gouvernement d'extrême droite et tout ça. Mais en 2013, il y a eu des grandes émeutes au Brésil et des grands mouvements sociaux, surtout dans les villes. Dans les grandes villes qu'on dit, dans les capitales, partout dans le pays, mais pas que, aussi dans les petites villes. Et donc, c'était un moment où il y avait beaucoup d'émulation sociale et tout ça. Et à ces moments-là, il y a eu plusieurs actions spécistes qui ont été faites. Donc, il y avait eu notamment des laboratoires qui ont été incendiés, des voitures de police, pour le coup, avec, tu vois. Et voilà. Donc, il y a eu des choses dans ce sens-là qui se sont passées. Bonjour, merci, c'était hyper intéressant. Et je me demandais, du coup, tu disais ici, on a les conditions matérielles, du coup, donc on n'est pas dans les mêmes bails. Et si tu avais un peu des pistes de comment on peut accéder idéologiquement, ou en termes des idées, qu'est-ce qui bloque ici ? Il y a plusieurs choses, donc je vais commencer par la fin. Pourquoi la France est en réaction c'est vraiment un pays anti-vegan, hein, c'est incroyable. Mais je pense que d'un côté, la cuisine française est tellement encensée, tu vois, c'est vraiment la tradition, le truc, on n'y touche pas. Et quand on pense à des pays où il y a beaucoup plus d'alternatives végétales dans n'importe quel resto, à la cantine, je sais pas, je pense à l'Allemagne, où j'ai vécu à Berlin un moment, ou à Londres aussi. Finalement, c'était des pays qui avaient une culture gastronomique moins réputée et qui avaient moins à perdre peut-être. Donc je sens vraiment de la part des personnes ici, des chefs, mais même des personnes qui sont maintenant, on est le pays de la bonne bouffe, et la bonne bouffe c'est la viande, le fromage. Donc il y a un côté très conservateur et très de protection, et c'est l'identité française. Le fromage, la viande, c'est l'identité française, on ne peut pas toucher à ça. Et je pense que ça bloque vraiment l'avancée des choses ici. L'autre chose, et ça répond à ta question, à des pistes pour comment, si les conditions matérielles sont déjà là pour que le spécisme soit obsolète, en tout cas pour une grosse partie de la population. Je ne parle pas des personnes racisées qui vivent dans le 93 à Aubervilliers où je vis et qui ont vraiment très très peu de moyens de se nourrir. Mais je pense que peut-être que le problème vient du fait que la lutte antispéciste en France reste dans une bulle, reste assez isolée, et on ne va pas voir les autres mouvements sociaux à un point où les gens de gauche ici pensent que c'est un truc de bobo, de blanc, d'élite, et ce n'est pas du tout le cas.
Et je pense qu'en partie, le problème, c'est vraiment dans la pratique ou dans les stratégies. C'est tellement dommage que les personnes antispécistes en France ne soient pas plus dans la réflexion de comment on va changer, comment on va faire cette transition vers l'antispécisme et d'inclure les paysans paysannes dans cette réflexion. C'est pas nos ennemis, tu vois, c'est pas nos ennemis. Et je me souviens en 2019, quand je suis retournée en France, il y a eu une grande manif paysanne où ils sont montés à Paris avec les tracteurs et tout ça. Et j'avais lu, je pense que c'était Reporter, qui avait fait un reportage sur la manif. Et il y avait un paysan qui disait... on sait dans quelles conditions les personnes ici élèvent des animaux. C'est vraiment pas... S'il n'y avait pas des aides de l'État, c'est pas possible de continuer à élever des animaux ici. Et ce paysan disait, j'ai essayé de sortir de l'élevage parce que vraiment, je suis au rouge tout le temps, j'ai la corde au cou. Et comme j'ai entendu parler de la croissance du mouvement végétarien, je me suis mis à planter des lentilles, mais j'ai trouvé personne pour les acheter. Et j'étais là, mais le rendez-vous manqué là, entre antispécistes et paysans. Je pense qu'il faut les approcher, pas en donneur de leçons, pas on va vous dire que vous êtes horrible, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent, c'est pas pour rien. Moi, j'ai déjà entendu tellement de paysans dire que les véganes étaient des envoyés du capital. Parce que nous, on défend nos steaks véganes qu'on fait par des grandes... entreprises capitalistes, d'aller les voir et de dire c'est pas vous les ennemis. Encore une fois, tant qu'il y a l'exploitation industrielle, le capitalisme, c'est des personnes aussi exploitées, c'est des exploités qui exploitent d'autres animaux, d'aller vers eux et de dire regardez, le monde antispéciste offre aussi des solutions pour vous, pour une transition, pour un travail qui serait plus digne, plus gratifiant et qui serait aussi moins pénible. Et d'aller voir ces connexions, tu vois, où nos causes se rejoignent. Et je pense qu'il y a plein d'endroits, avec l'écologie, avec les luttes paysannes, avec la lutte pour la terre aussi. Il y a plein d'endroits où ça se rejoint, et c'est là où il faut qu'on soit. Tu vois, je pense en Bretagne aussi, où il y a la plupart des abattoirs en France, un énorme élevage porcin. C'est aussi là où l'eau n'est pas buvable, n'est pas potable, il y a les algues vertes. Il y a quelque chose à faire là. Tu vois, d'aller voir ces personnes et en même temps de dire mais la transition est bénéfique pour tous et toutes. Si on plante des légumineuses, donc des lentilles, des haricots, on enrichit le sol, on n'a pas besoin d'engrais animal, on récupère des sols et en même temps on peut avoir une activité, on peut vivre dignement de son activité paysanne. Et je pense que c'est ça qui manque, tu vois, vraiment ce rapprochement. Je sens qu'il y a un truc vraiment, comme c'était au Brésil il y a 10 ans. Où c'était deux causes différentes, on ne se parlait pas, on ne faisait pas des choses en commun. Et je sais que ça va être difficile. C'était difficile, pour nous c'est toujours le cas. Et c'est difficile d'aller dans des espaces, par exemple tu parlais du PEPS, mais même dans les jardins ouvriers d'Aubervilliers, il y a une occupation pour défendre ces jardins. Moi, je me suis battue avec d'autres personnes antispécistes. C'était très dur de voir des personnes parler d'écologie populaire, de sauver des jardins potagers, de réchauffement climatique, tout en mangeant de la viande. C'est très difficile d'occuper ces espaces au début quand il n'y a aucune réflexion. Mais il faut y être. Il faut y être parce que ce n'est pas eux qui vont venir vers nous. Donc au début, ça va être très dur, mais plus on y sera, plus on aura aussi une attitude de respect et on est là pour construire ensemble, pas pour vous critiquer, juste. Et on est là pour construire les alternatives, on est là pour construire le monde d'après. Et le monde d'après est antispéciste. Et tu auras une place. Et ça va être mieux, tu vas voir. Si personne d'autre n'intervient, je vais juste rebondir un peu sur la première question que tu avais posée. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en France, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'identité française et la gastronomie qui est hyper fort. Mais et aussi, c'est une réflexion que j'ai déjà faite, c'est que dans les années 70, les années 80, il y avait c'était un peu le boom du mouvement antispéciste en Angleterre, genre Animal Liberation Front faisait plein d'actions en Angleterre, alors que la France, c'est un pays voisin, et il ne se passait rien du tout en France. Donc je me suis déjà posé beaucoup de questions sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé en France, en fait, à ces moments-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose là-dessus ou pas? Et j'ai jamais trop trouvé des réponses, à part, effectivement... cette identité culturelle très forte qui est très ancrée dans la viande, le fromage, surtout les produits laitiers, et qui les gens défendent, qui a vraiment une volonté, je pense, sociale de défendre. Et
Et aussi, je ne sais pas, peut-être pour contrer un peu les cultures anglo-saxonnes qui étaient beaucoup là-dedans, dans cette évolution antispéciste, je ne sais pas. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un côté, en France, on romantise énormément le petit élevage, les petits paysans. C'est un mythe qui flotte, tu vois, et qui n'a plus tellement de rapport avec la réalité. Il y en a très peu qui le font comme ça. Et donc, il y a ces deux mythes de ça, c'est aux États-Unis, c'est au Brésil. En France, c'est différent. Nous, c'est les petits paysans et tout. Et donc, pour sortir de ces mythes, je pense que c'est aussi le travail des antispés ici, de montrer, parce que je pense que si plus de personnes françaises voyaient à quoi ça ressemble l'élevage en France aujourd'hui, on romantiserait moins et on défendrait moins cette identité de mangeurs et mangeuses de viande, parce que vraiment, il n'y a pas de quoi être fier. Et il y a vraiment ça, tu vois, de déromantiser ce truc, d'exposer comment c'est, de voir les conditions de travail. Et c'est là aussi, tu vois, on a parlé aussi avant-hier de... Quelqu'un a dit la phrase de Chico Mendes, qui était un militant écologiste au Brésil et qui a dit cette phrase très très célèbre, mais que j'ai déjà vue reproduite un peu partout sans nommer la personne. Et là, encore une fois, comment on est effacé. Donc il a dit que l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Je pense que le véganisme sans lutte de classe, c'est un régime alimentaire. Et donc d'aller voir et dire, mais regardez, c'est à ça que ça ressemble à ça aujourd'hui l'élevage en France. C'est pas du tout ce que vous imaginez, ce que vous voyez dessiné sur les pots de yaourt. Et en plus, il y a les travailleurs et les travailleuses derrière qui sont vraiment en train d'être exploités. Pensez aux abattoirs. Il y a quasiment que des personnes migrantes qui travaillent dans les abattoirs. Il y a énormément de personnes migrantes racisées qui travaillent dans les abattoirs. C'est le travail le plus pénible que vous puissiez imaginer. Donc aussi, pour moi, c'est de l'internationalisme. On va apporter notre solidarité aux personnes migrantes. Donc, un peu de conscience de classe ne nous fera pas de mal dans notre lutte antispéciste et ça nous permet aussi de nouer des alliances avec d'autres personnes. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc de tradition de la cuisine, mais de romantiser la campagne française et qui ne... Franchement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui savent vraiment, à part les personnes qui sont antispécistes, à quoi ça ressemble l'élevage en France. Et si on arrivait à casser ça, je pense que ça ferait tomber un truc. Et si on arrivait à faire les ponts, les connexions avec l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, ça allait aussi ouvrir des possibilités d'alliance avec d'autres mouvements. Mais juste pour compléter, dans ce sens, mais il y a beaucoup des choses qu'on voit dans nos luttes aussi en France actuellement qui opposent entre militants ceux qui défendent la paysannerie, le retour à la terre et tout ça, et les antispécistes. Et du coup, c'est une question assez complexe, je pense, et très actuelle qu'on voit un peu partout, je pense, dans nos mouvements. Voilà. Oui, c'est la version 2022 du mythe de la romantisation, c'est la viande bio aussi. C'est oui, mais ma viande vient d'un petit éleveur bio. Et oui, et je pense que c'est un peu le buisson qui cache la forêt. Il suffit que pour des personnes en France, il suffit de savoir qu'il y a un éleveur avec son tout petit troupeau qui existe pour qu'elle mange son kebab sur la place de République qui vient de l'élevage industriel. Donc aussi de montrer la contradiction dans la tête des gens. C'est pas parce que combien % de la viande mangée en France est vraiment produite dans ces conditions-là. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Nous, oui, l'élevage paysan, le petit paysan bio, en plein air. Et aussi de poser la question aux gens qui sortent cet argument, est-ce que c'est possible de nourrir toutes les personnes françaises avec cette viande-là, si tout le monde passait à ce modèle? Et la réponse est non. L'élevage industriel n'a pas été créé parce qu'un cerveau diabolique s'est réveillé un jour et dit si on abattait 60 000 vaches d'un coup. C'était pour que les choses soient vraiment accessibles au prix et que tout le monde puisse manger autant de viande, enfin, un peu imposé. Mais de parler de ça aussi, de dire il y a une raison pour laquelle il y a l'élevage industriel, c'est parce que pour manger la quantité de viande qu'on mange aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui mangent de la viande aujourd'hui, il faut passer par là. Le petit paysan avec ses 3 chèvres ne pourra pas nourrir tout le monde en France. Bon, je pense que merci beaucoup à tout le monde et je compte sur vous pour faire passer le mot vraiment. Merci d'être là aujourd'hui. UELA, Université d'été de la libération animale. Sur Nombi Radio. Sur Nombi Radio.